Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va aborder donc le déroulé d'un rendez-vous avec un vendeur. C'est-à-dire lorsque vous avez prospecté, lorsque vous avez fait du phoning, quelle que soit en fait la démarche pour obtenir donc des rendez-vous, lorsque vous êtes chez les gens, vous allez procéder à ce qu'on fait, ce qu'on appelle une estimation. Vous allez estimer le bien dans tous les cas, que ce soit pour un démarchage par flyer qui propose justement d'estimer les biens des personnes, ou bien par phoning, même si vous faites de la pige, c'est-à-dire que vous appelez les particuliers sur le web pour leur proposer vos services, à partir du moment où vous avez fixé un rendez-vous, dans tous les cas, vous faites quand même l'estimation. C'est-à-dire que vous allez collecter toutes les informations techniques, toutes les caractéristiques, même si les personnes ne sont pas forcément OK pour cette démarche, vous allez quand même faire une estimation qui servira de référence. C'est-à-dire si vous travaillez le bien pendant des mois et que les personnes vous disent voilà, moi je veux partir sur tel prix, ça pose pas de problème à partir du moment où on a fixé deux choses, c'est-à-dire un cadre. Le cadre, c'est au bout de combien de temps les gens souhaitent vendre. C'est-à-dire si la personne se donne, elle vous dit qu'elle n'est pas pressée, qu'elle souhaite, elle se dit voilà, moi j'ai 1 an, 2 ans devant moi, bah, c'est pas la même chose que s'il y a un cas d'urgence, que la personne doit déménager pour une mutation professionnelle par exemple, et dans ce cas-là, il faudra plutôt viser les 3 mois. Donc toutes les stratégies dépendent vraiment d'un cadre en termes de durée. Et dans ces cas-là, bah, à moitié l'échéance, par exemple il y a 1 an, et bah, au bout de 6 mois, hop, on se pose la question et on ressort le deuxième point qui est en effet l'estimation. Donc l'estimation, c'est-à-dire le prix que vous avez conseillé à ces personnes-là, et donc vous leur dire, bon voilà, on est parti sur tel prix, mais moi, vous vous rappelez, je vous avais fait une estimation et je vous ai dit que votre bien vaut tel prix. Donc ça, c'est à garder en tête. Donc, nous allons procéder à l'estimation. Comment ça se passe? Eh ben, je vais vous préparer et vous montrer comment se passe le déroulé donc de cette estimation qui va se passer en 2 rendez-vous. On appelle ça le R1 sur lequel on va prendre le premier rendez-vous dans lequel on va prendre toutes les caractéristiques du bien. Donc, je vais venir vous les détailler juste après. Et le R2 qui est vraiment le rendez-vous où on montre l'estimation, où on explique concrètement comment est-ce qu'on est arrivé à ce prix-là. Donc, pour information, voilà, une estimation, ça ressemble un peu à ça. Voilà, ça c'est une que j'ai faite la semaine dernière. Donc voilà, il y a vraiment toutes les caractéristiques. Je vous montrerai en détail vraiment comment est-ce qu'on explique ça à la personne. Mais dans un premier temps, on va rester sur le R1. C'est-à-dire la personne vous a appelé, voilà, elle vous dit je souhaite savoir combien vaut mon bien. Et ben vous allez sortir ce document. Donc je vous ai mis en description. Donc il est calibré pour s'imprimer en 2 fois. Donc vous avez une première page, vous voyez, qui va s'arrêter ici, et la deuxième page qui est ici. Donc on va commencer d'abord par la première page. Donc je vais vous dérouler l'ensemble comme ceci. C'est un format XLS, donc Excel. Je pense que ça peut s'ouvrir également sur des logiciels open source, tout simplement. Donc ça vous permet de... Voilà, là vous avez juste à mettre votre logo après, hein, tout simplement, et modifiez-le un tout petit peu si vous le souhaitez, mais c'est l'une des très bonnes trames pour oublier aucune question. C'est-à-dire dans ces rendez-vous-là, ce qu'il faut, c'est tout comprendre, tout savoir, vraiment quel est le projet de la personne, quelles sont les caractéristiques qui serviront après à éditer l'estimation une fois que vous êtes chez vous, que vous n'ayez pas besoin de rappeler le client, de dire voilà j'ai oublié de vous demander telle chose ou telle chose, ça ferait un peu mauvaise impression entre guillemets, et de deux, ensuite, de comprendre vraiment son projet. Donc, essayez de comprendre vraiment pourquoi est-ce que la personne veut une estimation. Est-ce que c'est une estimation successoriale, par exemple, pour un notaire? Dans ce cas-là, vous savez que le cadre sera très long, hein, puisqu'il faut attendre que la succession se fasse. Ça peut prendre 6 mois, 7 mois, 8 mois, parfois 1 an. Ça dépend du nombre de biens qu'il y a à l'intérieur de la succession. Ou bien est-ce que c'est pour une simple curiosité, savoir vraiment combien vaut mon bien par rapport au marché, hein, puisque si vous leur proposez une estimation offerte, dans ce cas-là, ils n'ont pas besoin forcément d'avoir un projet réel, ou bien vraiment, est-ce qu'il y a vraiment un vrai projet, c'est-à-dire, voilà, je cherche à confier mon bien à une agence, ou je cherche à vendre par mes propres moyens mon bien, et je voudrais savoir vraiment combien est-ce qu'il vaut. Dans tous les cas, vous devez vraiment comprendre ça, pour pas perdre du temps par la suite, ou pas vous faire de faux espoirs, ou pour essayer de conseiller au mieux, apporter vraiment votre expertise, pour essayer de répondre précisément aux attentes des personnes. Enfin, un métier de service, donc c'est important de comprendre vraiment ce que veulent les personnes. Donc c'est parti. Donc vous présentez déjà aux personnes, vous allez voir que les personnes, les vendeurs, lorsqu'elles vont vous accueillir chez vous,
Dans un premier temps, elles aiment bien mener un peu la discussion, elles savent pas vraiment comment ça se passe, elles sont chez elles, hein, donc elles sont un peu, voilà, un mauvais ressenti qui peut s'installer ou une certaine gêne par rapport à un inconnu qui débarque chez lui, donc elles ont envie vraiment que ça parte dans tous les sens, ça commence à vous expliquer tout et n'importe quoi. Donc la première chose à faire avec ces gens-là, c'est de vous présenter, etc., leur montrer un petit peu un côté amical, si vous voulez que je retire mes chaussures, etc., etc. Et si vous voyez que ça part dans tous les sens, vous leur dites, bon, on va se poser, est-ce qu'il y a un endroit sur lequel on peut s'asseoir pour que je puisse vous poser quelques questions? Comme ça évite de suivre les gens dans toutes les pièces et de prendre des informations qui partent dans tous les sens. Vous devez structurer un petit peu ce rendez-vous, puisque vous devez imposer vraiment, entre guillemets, votre méthodologie en tant que professionnel. Je vous ai rappelé qu'un professionnel... Pardon, j'arrive pas à parler. Un professionnel, pardon, c'est quelqu'un qui a des outils et qui a une méthode, et donc vous devez vous poser, voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on se pose dans votre salon autour d'une table ou dans votre cuisine, pour que je puisse vous poser quelques questions. Donc voilà, oui, on s'assoit, tac, très bien. Donc il s'agit de quel type de bien? Donc combien est-ce que vous avez de chambres? Bon, si c'est un studio qui n'a pas de chambre, c'est un studio. S'il y a une chambre, s'il y a une cuisine séparée, c'est un T1. On dit plus trop T1, mais voilà, ça reste l'appellation. S'il y a une chambre, c'est un T2. S'il y a deux chambres, il y a un T3. S'il y a trois chambres, c'est un T4, etc., etc. S'il y a une salle à manger qui est séparée par rapport au salon, vous savez, à l'ancienne, il y avait des pièces comme ça où il y avait un séjour et juste à côté, comme une séparation pour une salle à manger. Et dans ce cas-là, on peut considérer que s'il y a un séjour et une salle à manger, la salle à manger peut être considérée un peu comme une chambre. Donc dans ce cas-là, on peut dire T3-4, parce qu'il suffirait de cloisonner la salle à manger pour faire une chambre supplémentaire. Donc ça, vous pouvez vous permettre de rajouter une chambre supplémentaire s'il y a une grande salle à manger. C'est un petit aparté. Donc vous notez le type de bien, ensuite vous allez renoter l'adresse, le code postal, la ville, s'il y a un nom de résidence. Parfois dans les résidences de standing, vous savez, résidence La Colline, résidence voilà, je ne sais quoi, il faut le noter. Le nombre de bâtiments, si c'est en grosse copro dans lequel il y a par exemple bâtiment A, 2, 3, A1, A2, vous voyez ce genre de choses. Le nombre d'étages, si on est au troisième étage sur 3, si on est au rez-de-chaussée sur 4, donc dans ce cas ça sera 0 sur 4, premier étage 1 sur combien par exemple, et l'appartement, s'il y a un numéro d'appartement, c'est bien de le noter. Là, vous avez l'espace pour laisser quelques notes supplémentaires à partir du moment où vous posez quelques questions. Si vous voyez des questions, des réponses complémentaires à rajouter, les personnes vous donnent des informations vraiment précieuses, vous pouvez les rajouter en notes pour essayer de clarifier dans votre esprit vraiment ce qu'il en est. Donc vous, voilà, vous posez vos questions et vous écoutez. Le plus important, c'est vraiment l'écoute de ces personnes pour recueillir un maximum d'informations. Le statut juridique, c'est-à-dire pour l'appartement, est-ce qu'il y a un numéro de lot? Alors en amont, c'est toujours bien de demander quelques éléments à la personne. Hein. Déjà leur demander un petit peu de quoi il s'agit, leur demander quel est le projet si vous arrivez à placer l'information, et leur demander est-ce que vous pouvez me sortir votre titre de propriété dans lequel vous allez retrouver ces informations-là, les numéros de lot, ou les tantièmes, s'il s'agit d'une copropriété. Bon, moi je suis à Marseille, hein, donc faut pas m'en vouloir, hein, si vous êtes à la campagne, forcément il y aura plus de maisons individuelles, mais nous c'est beaucoup de copropriétés, donc on est dans un contexte citadin. Et les tantièmes, donc, bah voilà, vu qu'il s'agit d'une copro, c'est le nombre de tantièmes qui est rattaché à la copropriété. En gros, par exemple, pour 30 10 millième, s'il y a 10 000 euros de travaux dans la copro, la personne va payer sur 10 000 euros 30 euros. C'est la répartition par rapport à la mesure, à la taille du logement qu'a la personne au sein de la copropriété. Donc, il faut demander aux personnes au minimum le dernier PV d'AG, si la personne là c'est mieux, ça permet de voir s'il y a des travaux dans la copro. Le titre de propriété, ça permet de voir le numéro de lot, et numéro de lot qui sont rattachés aux autres éléments, aux extensions, au style cave, parking, etc. Et vous pouvez demander également la dernière édition de charge, pourquoi pas. Voilà, le reste, après, c'est un peu moins important. Demandez également si les personnes ont un diagnostic. Parfois, si les personnes ont acheté il y a, par exemple, moins de 5-6 ans, il y a toujours les diagnostics mesurage Carrez, par exemple, qui peuvent vous aider. Ça vous évitera de reprendre les mesures sur l'ensemble de la maison. Pourquoi? Parce que l'étape d'après, ça sera vraiment de noter les mesures avec votre mètre laser. Ça, vous pouvez acheter un mètre laser. Vous savez, c'est ce qui vous permet en un bouton de flasher et de prendre la mesure de la pièce.
et donc de refaire le mesurage, parce que autrefois, il y a 10-15 ans en arrière, les notaires ne notaient pas précisément, on faisait pas refaire donc de diagnostic technique qui faisait foi, on se basait un petit peu sur ce qu'il y avait sur les anciens types de propriétés. Et les mesurages n'étaient pas les mêmes. Maintenant, on prend la loi Carrez. Donc en gros, la loi Carrez, tout ce qui est l'ordre du bâti, par exemple les placards qui sont bâtis ne comptent pas à l'intérieur de cette mesure, et tout ce qui est mansardé en dessous d'1,80 m, ça ne compte pas non plus dans cette mesure. Donc en gros, il y a 3 mesures, grosso modo, qui existent. La surface au sol, dans laquelle vous pouvez rajouter... surface au sol, on rajoute tout à l'intérieur. C'est vraiment voilà l'ancrage, entre guillemets, cadastral, hein, on pourrait voir ça comme ça. Donc dans cet ancrage, il peut y avoir l'appartement lui-même, les extérieurs, les placards, voilà, la totale. Ensuite, en plus de la surface au sol, il y a la surface habitable, dans laquelle on exclut vraiment les extérieurs. C'est tous les endroits dans lesquels on peut habiter. Et ensuite, il y a le mesurage Carrez, dans lequel voilà, on exclut tout ce qui est en dessous d'1,80 m par exemple. Et certains placards, etc. Voilà, tout ce qui est du bâti de la cuisine, ce qui peut se démonter, en gros, on va le compter. On va prendre les mesures de mur à mur. Tout ce qui est vraiment de l'ordre du bâti, hein, ça peut être du placo ou autre, qui ne peut pas se démonter, tout simplement. Voilà, avec un tournevis, hein, j'entends. Je vous parle pas de tout casser la masse. Et ben, dans ce cas-là, ça ne compte pas dans ce mesurage non plus. Donc ça, maintenant, c'est le mesurage Carrez qui fait foi. Si vous vous basez, la personne vous dit que mon appart, il a été mesuré, enfin, j'ai dans le titre propriété une information qui fait 90 mètres carrés, il se peut qu'en le remesurant, vous allez trouver 82. Dans ces cas-là, vous comprenez bien que, avec un prix au mètre carré, par exemple, bon, on va dire qu'en Marseille, c'est aux alentours de 2005-3000 € le mètre carré, 3000 € x 8, ça fait quand même un gros écart, hein. Donc voilà, ça fait 2400 € d'écart, c'est quand même assez conséquent. Ensuite, le numéro de lot, donc vous allez répercuter pour l'appartement, vous demandez s'il y a une cave, s'il y a un parking, il faut regarder dans le titre si le numéro de lot est le même pour les 3 éléments. Parfois, il y a des numéros de lot, par exemple, on a un numéro de lot, et dans ce numéro de lot, dans le descriptif, il y a l'appartement, il y a la cave, et il peut y avoir le parking. Dans ce cas-là, les vendeurs ne pourront pas vendre séparément ces éléments, à moins de faire venir un géomètre qui va reprendre les mesures, pour réattribuer les tantièmes auprès de la copropriété, et dans ce cas-là, il faudra passer chez le notaire également pour faire ce qu'on appelle un avenant en règlement de copropriété. Le règlement de copropriété est ce qui recense tout l'historique de l'immeuble depuis sa création. Il faut faire un avenant parce que, par exemple, si l'immeuble a été construit dans les années 60, chaque fois qu'il y a un changement de règle à l'intérieur de ce règlement, le règlement voilà, va définir si on peut faire une activité bruyante au sein de l'immeuble, si on peut faire de la sous-location, tout ce genre de choses. Et chaque fois qu'il y a un modificatif, il faut faire un avenant. Donc ça, c'est important de le comprendre et vérifier si c'est le même lot. Dans ce cas-là, on est obligé de vendre l'ensemble, ou bien si c'est des lots différents, dans ce cas-là, pas de problème, ils ont déjà été mesurés avec des tantièmes différents, et dans ce cas-là, on peut vendre les éléments séparément. Ça, c'est important. Donc je vous donne beaucoup d'informations, ça va aller dans tous les sens, après on reviendra dans les vidéos plus spécifiques sur chacune de ces éléments, si c'est technique, mais c'est bien que vous les ayez déjà entendus précédemment. Donc ensuite, on continue. Les caractéristiques principales, donc quel est le type de construction, donc le type de construction, c'est est-ce qu'on est dans le... Alors est-ce qu'on est dans un bien qui est sorti de terre, hein, donc ça veut dire que vous avez acheté sur plan, l'immeuble n'est pas sorti, est-ce que c'est dans du neuf, dans ce cas-là on va dire qu'il a allez, moins d'1 an, hein, ou moins de 2 ans, est-ce que c'est du récent, alors normalement il y a... On appelle récent, semi-récent, mais en vérité, tout ce qui sort de terre, à partir du moment où ça a plus d'1 an, c'est de l'ancien. Donc vous pouvez mettre de l'ancien, mais mettez les caractéristiques pour vous rappeler un petit peu de quoi il s'agit. Alors, type de construction, vous pouvez mettre haussmannien, par exemple, si c'est de l'haussmannien, inspiration haussmannienne. Voilà, tout ce qui est napoléonien, etc. Allez voir sur Internet, tapez sur Google pour voir de quoi il s'agit. Est-ce que c'est de l'art déco? Ça, c'est plus fait dans les années 40. Vous savez, c'est un peu style Gatsby le Magnifique, avec des formes très géographiques. Je vous montre un peu. Vous voyez un petit peu ce genre de forme, tout ça, avec des balcons, beaucoup en arrondi, des formes très géographiques. Voilà, ça c'est encore une fois l'après-guerre. Vous voyez par exemple là, tac, je crois que ça que c'est Galerie Lafayette. Voilà, ce genre de balcon.
On en trouve beaucoup en Espagne, Chicago aussi, voilà, très géométrique, voilà, vraiment un truc très carré. Donc ça, par exemple, c'est Art déco, donc c'est plus style années 40, 50. Bon voilà, après-guerre, c'est des belles constructions. On a de l'haussmannien, donc ça c'est plafond haut, c'est du bel ancien avec les moulures, etc. Voilà, là on est plutôt dans l'haussmannien, parquet en chevron, parquet en bûchette au sol, très joli. Très joli également, il y en a beaucoup à Paris. À Marseille, non, pas vraiment, mais on dit que c'est inspiration haussmannienne, inspiration art déco. Voilà, pareil, c'est un peu comme l'art déco, mais voilà, c'est encore différent, avec plus de moulures, plus de... un style vraiment très caractéristique. Donc, ensuite, on va dire que bah, y a les immeubles, nous, ce qu'on appelait semi-récents, mais en vérité, ça n'a plus trop de sens, parce que quand j'ai commencé l'immobilier, pour nous, le semi-récent, c'était années 60, 70, 80. Construction où il y a désormais des chauffages collectifs, où il y a des extérieurs, il y a les premiers vides à ordures, voilà, les premiers appartements où on pensait vraiment au confort, à l'après-guerre, qui sont à peu près tous les mêmes, hein, ils se ressemblent tous, ils sont très carrés, il n'y a pas vraiment en termes d'esthétique beaucoup d'efforts qui sont faits, ouais, il n'y a aucune moulure, il n'y a rien, hein, c'est droit, c'est carré. En général, ça vieillit assez mal. Nous, c'est ce qu'on appelle le semi-récent, mais voilà, c'est années 60, 70, 80. Euh, tout ce genre de choses où il y a les premiers ascenseurs, voilà, premiers WC à l'intérieur, les premiers, parfois les garages, etc., etc. Donc là, on va dire c'est semi-récent, mais maintenant qu'on est en 2020, le semi-récent ça n'a plus trop de sens, hein, parce que bah, pour les jeunes qui ont fait des BTS immobiliers, par exemple, semi-récent, pour eux ça pourrait être 80, 90. Et en termes d'esthétique, d'architecture, maintenant les immeubles se ressemblent un peu tous. Donc on va dire que ça n'a plus vraiment de sens. Mais voilà, on va dire immeuble années 60. Voilà, ces grandes barres par exemple, même si elles sont un peu plus hautes, elles sont assez très uniformes en fait, on va dire que c'est années 60. Après, à vous de trouver votre propre appellation, hein. Le tout c'est que vous puissiez vous y retrouver. Vous voyez, années 70, c'est à peu près la même chose. Hop, années 80, je pense qu'on est à peu près dans le même truc aussi. Voilà, bon après ça commence à se moderniser dans les 80, 90, 2000, avec des immeubles béton, voilà, comme on connaît actuellement, sur lesquels il n'y a pas vraiment de vraie recherche esthétique, hein, mis à part voilà, sur les plaquettes des constructeurs, mais en vérité quand ça sort de terre, après ça, bon, ils se ressemblent tous, avec non plus des... Où est-ce que je vais moi, dans mes mails? Non plus des... non plus des, pardon, des caves, mais des ajouts de stationnement. Voilà, là c'est des box, puisque maintenant avec des lois, on est obligé de bâtir des immeubles avec tant de stationnement. C'est une obligation, donc voilà, c'est ce qui a fait un peu la différence. Donc en gros, dans quel type de construction est-ce qu'on est? Quelle est la couverture, c'est-à-dire la toiture? Est-ce que c'est des toits, hein, est-ce que c'est un toit terrasse? Est-ce que c'est un toit plat? Est-ce que c'est un toit à tuiles? Est-ce que c'est un toit en ardoise? Ça dépend un peu des régions, hein, voilà, mais mettez le style de toiture. Les murs, quel est le type de mur? Alors nous, dans l'ancien Marseillais, voilà, il y a ce qui était fini un peu les constructions après-guerre finies à la va-vite. En général, c'était des pierres plus du sable, hein, et puis voilà, ils mettaient un petit peu un mélange de ce qu'ils avaient sous la main entre guillemets, ou bien est-ce que c'est du béton brut, ou est-ce que c'est du comment on dit des briques à l'ancienne, voilà. Bon, mettez le style de mur que vous pensez être. Pourquoi pas mettre l'épaisseur en béton, hein, ça va indiquer aussi la qualité de construction, c'est toujours bien. L'année de construction, voilà, donc notez l'année, l'immeuble ou la maison a été construite en quelle année, ça c'est important. Le chauffage, est-ce que c'est un chauffage collectif ou individuel? Alors, dans l'après-guerre, c'est plus de l'individuel, ou bien, si on est dans les années semi-récents, comme je vous le disais, c'est beaucoup de collectifs. Il y a pas mal de collectifs, et avec des grosses charges, mais voilà, c'est des anciens systèmes de chauffage, ou bien du chauffage au sol. Voilà, c'est de cet ordre-là. L'énergie, donc du chauffage, à quel moyen d'énergie? Est-ce que c'est de l'électricité? Est-ce que c'est du gaz? Est-ce que c'est du fuel? Est-ce que c'est... voilà, à vous de le noter. Est-ce qu'il y a des clims? Voilà, donc énergie par quel moyen? Est-ce que c'est des converteurs? Est-ce que c'est des rayonnants? Est-ce que c'est des radiateurs? Donc voilà, c'est important de le spécifier. Ensuite,
Année de la chaudière. S'il y a une chaudière, vous notez l'année. Si elle a moins de 10 ans, c'est bien. Sinon, elle a été révisée il y a combien de temps? C'est une question à poser. Le nombre de pièces, vous l'avez noté dans le type, mais vous renotez le nombre de pièces et le nombre de chambres. Ça vous évitera de faire des erreurs. Ça peut être 3 chambres et, par exemple, ça peut être 4 pièces ou 5 pièces, comme je vous l'ai expliqué, s'il y a une salle à manger à l'intérieur. Ensuite, la surface habitable et la surface carrèze. Si vous pouvez noter les deux, c'est bien. Donc la surface habitable, c'est probablement ce qu'ils vont vous communiquer. Si vous reprenez les mesures avec votre mètre laser, on n'est pas à 1 mètre carré près, hein, mais essayez d'être précis. Donc vous mesurez la longueur fois la largeur, vous multipliez les deux, ça vous donne le mesurage carrèze. Hein, et il faut retirer... voilà. Après vous faites une cote mal taillée, hein. Il ne s'agit pas non plus d'enculer les mouches, comme disait mon père. Voilà, on n'est pas avec un 0,3 cm près, hein, ça va pas changer grand-chose. Notifiez si vous avez des notes à rajouter par rapport à ça, vous pouvez le noter dessus. Par exemple, surface carrèze, faite par diagnostiqueur en telle année. Souvent, voilà, c'est au moment de leur achat, ils ont conservé les anciens diagnostics, c'est toujours bien de les avoir. Est-ce que le bien était en location? Si oui, vous notez combien il était loué hors charge, combien est-ce qu'il y a de charges à l'intérieur, quand est-ce que termine le bail, est-ce que c'est une location classique ou est-ce que c'est une location meublée? Dans les locations meublées, il y a le lit, il y a la table basse, il y a des chaises, il y a de quoi faire la vaisselle, de quoi manger, de quoi dormir. Voilà, donc ça c'est important de le noter. Et si le bien est loué, au téléphone avant le rendez-vous, vous leur demandez est-ce que vous pouvez me ressortir une copie du bail. Comme ça vous permet de voir combien les gens louent l'appartement, charges comprises, et de voir combien il y a de charges à l'intérieur. Charges locatives en copropriété. Retenez qu'il y a 2/3 des charges qui sont à la charge du locataire. Donc le propriétaire, détends-toi, hop. Le propriétaire va payer 1/3 des charges, les 2/3 des charges restantes sont à la charge du locataire. Et donc vont venir se cumuler au niveau mensuel dans les charges locatives, qui va s'additionner au loyer hors charge pour faire le loyer, charges comprises. L'état d'appartement, est-ce qu'il est très bon, est-ce que c'est parfait, ou est-ce qu'il est plutôt bon? Est-ce qu'il y a quelques bricoles à faire? Les bricoles, est-ce qu'elles sont un petit peu généralisées partout? Dans ce cas-là, ça va rafraîchir. Si vous voyez que la cuisine et la salle d'eau sont assez datées, que les sols sont assez datés, ça sera à rafraîchir. Bon, si vous voyez qu'il y a des alvéoles d'humidité sur les murs, qu'il y a quelques fissures, et que voilà, vraiment vous ne voyez pas y vivre en l'état, ça sera à rénover. S'il y a quelques rafraîchissements, si c'est habitable en l'état, mais que c'est pas à votre goût, et qu'au-delà, vous savez que ça va pas être au goût de 80% des personnes, vous mettez à rafraîchir. Si ça vous plaît pas, mais que voilà, tout est ok et tout est plutôt bien et que ça peut plaire à 60% des personnes, vous mettez bon. Si vous voyez que tout est parfait, que le truc il a moins de 5 ans et que en plus il est bien décoré, qu'il n'y a rien à dire, là, dans ce cas-là vous mettez très bon, l'état est parfait. DPE GES, c'est ce qui apparaît dans la lettre énergétique, donc dans le DPE qui est le diagnostic de performance énergétique. Donc en gros, ça va être est-ce que l'appartement il consomme beaucoup en énergie ou pas. Donc ça, si l'appartement a été construit avant 1949, les diagnostiqueurs ils demandent des factures et ils se basent sur la facture, la consommation en énergie du propriétaire ou du locataire pour fixer cette lettre énergétique. Sinon, si c'est plus récent, ils ont des appareils pour mesurer est-ce qu'il y a de l'air qui passe au niveau des fenêtres, etc. Est-ce qu'il y a des pertes d'énergie ou pas. Le GES, c'est au niveau du gaz à effet de serre. C'est en gros est-ce que votre logement est polluant en gaz à effet de serre pour la planète ou pas. Donc là, il y aura une lettre, il y aura un chiffre qui sera mesuré, qui va déterminer une lettre. La moyenne sur Marseille, c'est D. Donc voilà, retenez que si c'est au-dessus si c'est ABC, c'est plutôt une bonne note. Si D, c'est la moyenne, donc c'est moyen, sans plus. Et EF, machin, voilà, c'est pas terrible. GES, en général, je crois que la moyenne c'est B, donc voilà, ça change un petit peu. Si c'est ABC, bon voilà, ça reste relativement normal. Ensuite, hop, caractéristiques du bien. Donc ici, voilà, vous détaillez un maximum. Le nombre de niveaux, si c'est une maison ou un immeuble à plusieurs niveaux. L'entrée, si possible, vous mettez le mesurage carré, vous prenez tout. Ça, ils aiment bien les vendeurs, hein. Ça prend du temps, mais ils voient que voilà, vous faites pas les choses à moitié, vous avez une vraie méthode. Ça vous inscrit directement comme un professionnel. Si le vendeur fait appel à différents agents immobiliers, que
Vous, contrairement à l'autre, vous avez fait les mesures, bah, direct vous avez marqué des points en disant ah oui, l'autre, voilà, il s'est pas embêté, hein, il n'est pas allé aussi loin. Donc vous mesurez, vous notez vraiment le mesurage Carrez à chaque fois, ça vous permet de faire le total pour définir vraiment le mesurage Carrez, il est ici. Voilà, pour le notifier. Au sol, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a du carrelage? Est-ce qu'il y a du parquet? Est-ce qu'il y a du lino? Est-ce que il y a du, je sais pas moi, du béton ciré? Vous mettez vraiment de quoi il s'agit. Parce que c'est du parquet massif, du parquet flottant, stratifié. Ça, vous le notez. Exposition. Alors, sur les iPhones ou sur tous les smartphones, vous avez l'application Boussole qu'il faut télécharger. Je crois que c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit, pardon. Et donc, vous ouvrez la boussole et vous regardez l'exposition. Donc vous pointez dans la direction de la fenêtre et vous voyez si c'est du sud, du nord, de l'est ou de l'ouest ou voilà, les notions alternatives, c'est-à-dire sud-est, nord-ouest par exemple. Donc à l'est, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc à l'est, c'est luminosité le matin. L'ouest, c'est plutôt le soir et l'après-midi, hein, donc à partir de 13-14 heures en fonction de la période de l'année. Sud, on l'a quasiment toute la journée, donc c'est le top, si on aime la chaleur. Et le nord, on est à l'ombre. Dans ce cas-là, voilà. Si on est en étage très élevé, c'est pas très grave, hein, parce que c'est plutôt bien. Du coup, on aura quand même de la lumière. Plus on est en haut, plus on a de la lumière. Mais pour ceux qui souffrent de la chaleur et qui n'ont pas de clim, ça sera un bon point d'être au nord. Et sud, c'est bien d'être au sud quand on est en étage un peu inférieur, ça permet d'avoir un appartement qui est très clair. Donc vous notez également l'exposition de chacune des pièces. Ça vous permettra de vous en rappeler. Alors, vous voyez, c'est beaucoup de questions, hein. Alors en fonction des personnes, un R1 ça peut durer 3/4 d'heure, comme ça peut durer 1h30. Après ça dépend, voilà, s'il s'agit d'un studio ou s'il s'agit d'une grande maison, ça va être beaucoup plus long. Donc là, vous remplissez tout ça, hein, pas besoin de vous expliquer ce que c'est, hein, donc ça c'est l'entrée du logement. Le séjour et le salon, bon, c'est à peu près la même chose, hein, mais voilà. Salle à manger, c'est la salle à manger, bon voilà, cuisine, cellier, c'est les placards, salle de bain, salle d'eau. Alors, salle de bain, s'il y a une baignoire, c'est une salle de bain. S'il y a une douche, c'est une salle d'eau, voilà. WC, je pense que tu sais ce que c'est. Couloir, je l'espère. Couloir, c'est... Voilà, bah voilà, je te prends pas pour un débile, je veux pas t'expliquer tout ça. Équipement. Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce que c'est raccordé à l'eau? Moi, je l'espère. Il y a un gars qui décide de faire des travaux, j'espère que ça ne perturbe pas trop. Électricité. Est-ce qu'il y a de l'électricité? Est-ce qu'il y a du gaz? Oui ou non? Est-ce qu'il y a un garage ou un box? Oui ou non? Est-ce qu'il y a un parking? Oui ou non? Est-ce qu'il y a un balcon? Oui ou non? Donc pareil, vous rajoutez le mètre carré, la surface au sol, enfin le style d'équipement au sol, j'ai pas le terme, et l'exposition. Est-ce qu'il y a un balcon? Est-ce qu'il y a une loggia? Est-ce qu'il y a une terrasse? Est-ce qu'il y a une cave? Climatisation, oui ou non? Double vitrage ou triple vitrage, hein, vous le notifiez. Est-ce qu'il y a des volets? Est-ce que c'est des volets en bois, en fer, en PVC? Est-ce qu'il y a des stores? Pareil, bois, fer, PVC, vous notez. Cheminée, même si elle est décorative, vous notez le nombre qu'il y en a et voilà, est-ce que c'est décoratif ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'elle est fonctionnelle. Porte blindée, est-ce que c'est une porte blindée ou pas? Si oui, 3 points, 5 points, vous détaillez. Alarme, vous pouvez mettre la technologie de l'alarme s'il y en a, est-ce que c'est raccordé à un service prêt à intervenir voilà, à distance. Digicode, vous savez, c'est pour rentrer avec un code. Enfin, interphone, c'est pour lorsque quelqu'un sonne, il peut vous appeler, voilà, sinon c'est juste une sonnette, mais si vous pouvez communiquer avec elle, il faut le notifier ici. Est-ce qu'il y a un gardien? Est-ce qu'il y a un portail électrique ou pas? Ensuite, la cuisine. Alors, la cuisine, s'il y a juste un petit meuble avec l'évier, c'est une kitchenette. Ouais, c'est un truc ultra simpliste pour la mise en location. En général, les gens, après, viennent avec l'équipement qu'il faut. Il faut qu'ils ont loué. Est-ce qu'elle est indépendante ou américaine? Donc, est-ce qu'elle est dans une pièce séparée? Dans ce cas-là, elle est indépendante. Est-ce qu'elle se trouve séjour, cuisine séjour? Est-ce que tout est dans la même pièce et ouvert? Dans ce cas-là, c'est américaine. Ensuite, est-ce qu'elle est équipée? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a le minimum d'équipement? Dans ce cas-là, il y a souvent une hotte, voilà, hotte, évier, meuble bas. Est-ce que c'est aménagé? Dans ce cas-là, c'est qu'il y a four, frigo, meuble bas, meuble haut, évier, hotte,
la totale. Et vous notez les équipements qui restent au niveau de la vente, parce que ça a une valeur, ça également, ça sera vendu avec. Les coordonnées du vendeur, si on a plusieurs, vous les notifiez. C'est une succession, vous notez toutes les coordonnées de chaque intervenant. Donc nom, prénom, adresse, code postal, ville, téléphone, fixe, si ça existe encore, mobile, téléphone portable, c'est indispensable. Et le mail, très important, si vous devez envoyer ce document d'estimation au R2 par mail, ou si les personnes souhaitent que, et c'est préférable, de fixer un deuxième rendez-vous pour vous leur remettez l'estimation en main propre. C'est toujours mieux. Sinon, certains risquent de disparaître dans la nature. Ok, merci, ciao. Et projet vendeur, donc ça, c'est le plus important. Voilà, si vous êtes déplacé, vous devez comprendre le projet de la personne. Donc en gros, ça c'est le passé, le présent et le futur. C'est-à-dire, précédemment, est-ce que vous êtes déjà passé par une agence immobilière? Est-ce que vous avez déjà vendu du bien? Un bien ou pas? Si la personne a déjà vendu un bien, voilà, elle a déjà un peu d'expérience, vous voyez, dans l'immobilier. Donc ça conditionne un petit peu les explications que vous avez données par la suite. Est-ce que vous avez reparlé à quelqu'un comme un enfant, vous devez tout lui expliquer de A à Z avec des mots très simples, ou est-ce que la personne, vous sentez qu'elle a un peu plus d'expérience, oui, j'ai déjà vendu 3-4 biens, bon, dans ce cas-là, ok, on va rester plus succinct, plus professionnel. Est-ce que vous avez déjà vendu par une agence, ou est-ce que toute votre vie, vous avez vendu en particulier? Bon, pour rappel, on est dans un pays où le vendeur a le droit de vendre en particulier. Il y a des pays comme l'Angleterre, je crois les États-Unis aussi, où on est obligé de passer par un professionnel. Voilà, on n'a pas le droit de vendre en direct. Les moyens mis en œuvre, les attentes. Donc ça c'est le présent. Est-ce que vous avez déjà entamé des démarches? Est-ce que vous avez déjà mis le bien sur le bon coin? Est-ce que vous avez déjà déterminé un prix? Donc là c'est voilà, vous arrivez en cours de route, plus ou moins. Actuellement, qu'est-ce que vous avez entamé comme démarche pour concrétiser votre projet? Le projet, ça peut être l'achat d'un futur bien, c'est-à-dire le bien actuel n'est plus adapté, on souhaiterait vendre. Est-ce que vous avez entamé les démarches pour vous renseigner déjà sur ce qu'il y avait sur le marché? Si vous souhaitez avoir plus grand, est-ce que vous avez déjà visité des biens plus grands, etc. Très important. Et posez toujours la question, qu'est-ce que vous attendez de moi? Là, vous marquez un silence et vous écoutez. Voilà, très important ça, très très important. Est-ce que c'est une simple estimation ou non? Est-ce que, voilà, moi je m'attends à ce que vous me donnez le prix et que vous me mettiez le bien en vente, ou bien carrément, bah, j'attends que vous me vendez mon bien. Donc dans ce cas-là, voilà, ça conditionne un peu dans le temps le projet. C'est-à-dire, est-ce que je prends immédiatement le projet en main, j'entame les démarches, je l'estime, je fais un mandat direct, là, il faut y aller, les personnes sont chaudes, elles sont décidées, ou est-ce que non, ma démarche c'est uniquement de savoir combien vaut mon bien, je ne souhaite pas déménager, je n'ai pas de vrai projet actuellement. Dans ces cas-là, on va plus être dans un accompagnement, montrer son expertise et de suivre les gens un peu sur le long terme pour essayer de les conseiller et de les aider un maximum pour pourquoi pas le jour J, si un jour elles sont de nouveau, enfin si elles sont voilà, décidées à vendre, bah, vous soyez la personne qui les a accompagnées, qui a déjà gagné leur confiance pour une future mise en vente. Le projet, c'est quoi et quand? Donc, qu'est-ce que c'est le projet? Vous vendez pourquoi? Vous vendez un appart pour acheter une maison? Vous vendez parce que le bien est trop grand, vous avez besoin d'acheter plus petit? Est-ce que c'est trop petit, vous souhaitez acheter plus grand? Donc, pourquoi? Pourquoi est-ce que vous vendez? Vous cherchez quoi? Et pourquoi? Et pour quand? Toujours cette histoire de délai, de mettre les choses dans un délai, dans une temporalité, c'est très important. Est-ce que c'est urgentissime? Dans ces cas-là, on va prendre en main immédiatement le projet. Ou bien, non, mon projet c'est dans 6 mois. Dans ce cas-là, hop, on va faire un point dans 3 mois et un point dans 6 mois. Est-ce que non, mon projet c'est dans 10 ans? Dans ces cas-là, on va faire un suivi tous les 3 ans par exemple. Voilà, on va pas s'arracher. Consigne de visite. Si un jour je prends en main votre projet, est-ce que j'ai le droit d'avoir un double des clés? Est-ce que je suis autorisé à faire des visites le soir, quand vous y êtes, entre midi et 2, vous travaillez pas tel jour, ok, est-ce que je peux faire visiter tel jour? Est-ce que il y a quelqu'un de votre famille qui va m'ouvrir à chaque fois? Est-ce que chaque fois il y a quelqu'un qui va se déplacer pour m'ouvrir? Bon voilà, c'est les consignes. Quelles sont les consignes? Est-ce que les personnes ont déjà un notaire ou pas? Ça c'est important de le notifier. Le plus important, les renseignements financiers. Quand est-ce que les personnes ont acheté? À quel prix? Et est-ce qu'il y a encore du prêt en cours? Pourquoi? Parce que la date d'achat est vraiment déterminante. Si c'est une résidence secondaire, par exemple, si les gens ont déjà une résidence principale, et que les personnes, c'est bien souvent le cas, vont vendre plus cher, pourquoi? Parce que inflation, tous les prix augmentent naturellement, et donc, bah, si les gens ont acheté il y a 50 ans, bah, bien évidemment, le marché il a beaucoup augmenté,
et si c'est une résidence principale, ils vont être taxés sur cette plus-value. On est exonéré totalement de charges au bout de 30 ans à peu près. Je me rappelle plus, je crois que c'est 27 ou 28 ans. C'est dégressif au fur et à mesure des années. Donc plus on attend dans le temps, moins on va payer, moins on va être imposé entre la différence où on vend le bien et sur le prix sur lequel on l'a acheté. Par exemple, si on l'a acheté 30 000 euros et qu'on le vend 100 000, normalement on devrait être imposé sur 70 000 euros, qui est la différence entre les deux. Mais plus on va avancer dans le temps, plus ça va être dégressif. Au bout de 20 ans, voilà, sur ces 70 000, on va peut-être payer que 20 000 euros. Donc ça, c'est important. Et ils prennent un tiers. Ils vont vous prendre un tiers de la plus-value qui est effectuée. L'État va vous prélever un tiers de cette somme-là. Plus on avance dans le temps, moins c'est un tiers et plus ça va être réduit. Donc c'est important de comprendre, est-ce que c'est la résidence principale, secondaire, à titre de conseil, hein, vous devez renseigner les gens. Et bah voilà, la date d'achat est importante. Si la personne vous dit, voilà, moi j'ai acheté il y a 2 ans, bah pourquoi est-ce que vous vendez dans ce cas-là? Est-ce qu'il y a un vrai projet derrière ou est-ce que c'est une simple curiosité? Ça, c'est important de savoir. Le prix d'achat, alors ça, voilà, c'est la question. Il faut être subtil, mais il faut le savoir, parce que ça fait gagner beaucoup de temps sur l'estimation. Si la personne a acheté il y a 5 ans, l'estimation a priori va être la même. Bon, sauf si on est dans une zone très tendue, qu'ils ont construit un métro ou un tramway en bas de chez vous, ça va changer un peu la donne, mais globalement, le marché est plus ou moins stable et c'est important de savoir déjà aussi si les personnes ont acheté le bien très cher lorsque c'était sur un marché qui flambait. Et dans ce cas-là, bah, la personne va perdre de l'argent. Donc c'est à vous de vous conseiller à la personne en leur disant ah, attention, hein, vous avez acheté là où c'était le plus haut, là actuellement le marché est plus bas. Est-ce que ça vaut le coup vraiment de vendre? Et pourquoi est-ce que ça vaut le coup? C'est est-ce que vous avez du prêt en cours? Quel est le capital restant dû? Le capital restant dû, c'est la somme que la personne a à rembourser à la banque. Donc si la personne a déjà emprunté à 33%, qui est entre guillemets la limite que les banquiers considèrent comme à ne pas franchir, au-delà c'est compliqué d'emprunter, pas impossible, mais c'est plus compliqué. Si la personne a emprunté 120 000 euros et qu'il lui reste 115 000 ou 105 000 à rembourser, et qu'elle est en incapacité d'emprunter davantage, bah là, dans ce cas-là, ouais, si la personne vend un T3 pour acheter un T5, c'est à vous de lui expliquer que, attention, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, c'est pas sûr que ça soit faisable. Donc dans ce cas-là, vous mettez en main sur, vous transmettez le dossier entre guillemets à votre courtier qui va vérifier lui si le projet est viable, si voilà, la personne vend un appartement pour acheter une maison, si elle a beaucoup à rembourser et qu'elle a acheté sur un marché qui était assez haut et que là actuellement le marché est assez faible ou est resté assez stable, dans ce cas-là, bah, ouais, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est réalisable ou pas? C'est dans beaucoup de cas, ce n'est pas le cas. Donc voilà. Même si ça vous semble une évidence que les personnes se sont renseignées en amont, il y a beaucoup de personnes qui ne se renseignent pas ou qui voilà peuvent faire des erreurs de ce côté-là. Donc à titre de conseil, vous devez vraiment les renseigner. Donc est-ce que ça vaut le coup de vendre ou pas? Quand c'est des biens d'investissement, si personne a acheté cher et qu'ils ont beaucoup de capital attendu et qu'ils vont se taper également de la plus-value, est-ce que ça vaut le coup de vendre? Dans ce cas, il vaut mieux garder le bien encore 3, 4, 5 ans, faire encore un effort. Donc c'est important de connaître vraiment ces 3 informations. La date d'achat, c'est vraiment clé. Pour anticiper un peu toutes ces questions, hein, c'est-à-dire si la personne a acheté 30 000 et que vous avez lui annoncé que son bien vaut 120, voilà, préparez-le un peu psychologiquement, déjà. Sinon il va pas comprendre, c'est trop d'écart pour lui. Le prix d'achat, parce que ça vous fait gagner du temps sur l'estimation, et parce que c'est toujours important pour des questions, comme je vous l'ai expliqué, fiscales et autres. Et les prêts en cours, capital restant dû, pour évaluer si le projet est viable ou pas. Ensuite, tout ce qui est impôt et charges, c'est taxe foncière. Voilà, combien est-ce que la personne va payer en taxe foncière. Les charges de copropriété, combien il y a de charges à l'année, ou de manière mensuelle, vous l'écrivez un peu comme vous voulez. Alors si les personnes ont une édition du syndic de charges trimestrielles, bah, vous faites le calcul divisé par 3 et multiplié par 12. Alors divisé par 3, vous avez le mensuel, multiplié par 12, vous avez l'annuel. Voilà, encore une fois, on n'est pas à 10-15 euros près, ça va pas changer grand-chose. C'est pour avoir une idée un petit peu et indiquer à la future acquéreur, si vous avez un projet de mise en vente, quelles sont les charges. Après, on va demander tous ces éléments au syndic. Donc dans l'idéal, il faut avoir les redditions de charges des 2 dernières années pour voir à peu près lisser sur l'année avec les travaux combien est-ce que les personnes payent en moyenne. Ça peut être un bon indicateur à donner aux futurs acheteurs. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces charges? Voilà, est-ce que c'est
Bon, il y a bien évidemment les honoraires du syndic, s'il y en a un. Si c'est un syndic bénévole, vous pouvez l'écrire aussi. Est-ce qu'il y a un ménage qui est fait? Tous les combien? Est-ce que c'est une fois par jour? Est-ce que c'est une fois par semaine? Voilà. Ménage de quoi? Est-ce que c'est que le hall d'entrée? Est-ce que c'est également chaque étage qui est fait? L'ascenseur, est-ce que c'est un ascenseur simple, double, etc. En général, il y a toujours l'eau froide, hein, bien évidemment. L'eau chaude, est-ce que l'eau chaude est inclue ou pas? Donc dans ce cas-là, si un cumulus, dans les appartements ou une chaudière, en général, il n'y a que l'eau froide qui fait partie des charges. Pardon. Si c'est un logement entre guillemets avec chauffage collectif, bien souvent il y a l'eau chaude aussi. S'il n'y a pas de cumulus dans l'appart, c'est que l'eau chaude est inclue. Donc ça précisez bien parce que ça peut changer la donne vraiment. L'espace vert, parce qu'il y a des entretiens dans la copro, des arbres, parce qu'il y a des personnes qui sont mandatées pour se déplacer régulièrement, pour entretenir ces arbres ou pas. Est-ce qu'un portail, c'est une résidence fermée sur laquelle il y a un portail électrique? Dans ce cas-là, pareil, hein, ça peut tomber en panne, ça entraîne des charges. Est-ce que le chauffage est inclus ou est-ce que c'est du chauffage individuel? Est-ce qu'il y a un gardien? Le gardien, pareil, est assez coûteux en général. L'électricité, voilà, des parties communes, bien évidemment, hein. On va pas s'éclairer à la lampe torche quand on rentre dans son hall d'immeuble, mais au-delà de ça, j'ai jamais vu de logement individuel dans lequel il y avait les charges à l'intérieur, mais bon, posez la question. Il n'y a pas de questions bêtes, hein, il faut poser toutes les questions, c'est très important. Si un syndic, si les bénévoles, vous mettez le responsable. Si un syndic professionnel, si vous pouvez avoir le responsable, c'est bien, ça vous permettra de l'appeler éventuellement si vous avez une question. Et notez le nom du syndic, le numéro de téléphone, bon voilà. Mais notez surtout le nom, le numéro de téléphone, vous pouvez le trouver sur internet. Mais si vous avez un responsable dédié avec un numéro de portable ou une ligne directe pour le joindre, ça peut être utile. Est-ce qu'il y a, quand était la dernière assemblée générale? Bon, pour rappel, une assemblée générale, c'est un rendez-vous quand on est en copropriété sur lequel va se voter tous les ordres du jour. Donc, à l'ordre du jour, vous pouvez faire des courriers si vous avez des demandes particulières pour mettre l'électricité, je sais pas moi, dans votre cave ou autre, pour percer un mur mètre, pour mettre une plaque professionnelle en bas de l'immeuble, vous devez avoir l'accord de la majorité des copropriétaires. Et dans ce cas-là, il y a une date qui est fixée, et c'est dans ces AG où on fixe un petit peu toutes les ordres, c'est-à-dire toutes les questions à l'ordre du jour. Donc est-ce qu'il va falloir refaire, est-ce qu'on peut voter un ravalement de façade? Est-ce qu'on refait la toiture? Tout ça, c'est des choses qui sont assez coûteuses, sur lesquelles il faut garder un œil dessus. Donc est-ce qu'il y a eu des travaux votés? S'il y a des travaux qui sont votés, c'est qui vote paye, hein. C'est-à-dire que si le vendeur a voté, c'est lui qui va payer les futurs frais. Est-ce qu'il en a bien conscience? Et si ça n'a pas été voté et que c'était à l'ordre du jour, il y a des chances que l'acheteur, ça soit la charge de l'acheteur. Donc dans ces cas-là, il faut également prévenir l'acheteur qu'il risque d'avoir un ravalement de façade. Donc lui préciser, hein, c'est un devoir de conseil aussi, qu'il risque de payer environ, s'il y a des devis c'est bien, calculer sa cote-part par rapport à ses tantièmes, donc à la part des travaux qui sont à la charge du propriétaire, et lui indiquer que s'il n'y a pas de devis, voilà, en général, une façade, ça coûte entre 5 et 8 000 euros, voilà, à charge de chaque copropriétaire. Bon, bien évidemment, c'est à vous d'avoir un peu d'expérience dans la question pour essayer de renseigner au mieux les personnes. Et est-ce qu'il y a des travaux qui sont déjà réalisés, voilà, pose de système informatique, est-ce qu'il y a des interphones, est-ce qu'il y a des visiophones, vous savez, avec les systèmes de caméra, bon, tout ça, voilà. Les normes handicapées, est-ce qu'elles sont respectées ou pas? Est-ce qu'il y a des travaux qui ont été faits? Donc, en gros, c'est tous les travaux qui sont relatifs à la copropriété. Donc, normalement, avec toutes ces informations-là, vous êtes au plus précis ensuite pour essayer de remettre un dossier qui contient toutes les informations. Donc, vous voyez, là, il y a toutes les caractéristiques de la personne qui apparaissent. Et voilà, dans le dossier que vous allez rendre, il y a toutes ces infos qui sont répercutées à l'intérieur. Alors moi, comment j'ai fait cette estimation, je vous montrerai ça par la suite. C'est par mon logiciel. Moi, je passe par Hector. Quand j'étais dans les grands réseaux, on avait AC3. Il existait aussi la boîte IMO, je crois. Bref, c'est que des éditeurs de logiciels qui permettent d'éditer toutes les informations relatives à l'immobilier. Donc, rentrer à l'intérieur de sa machine les caractéristiques des acheteurs. Tel acheteur souhaite acquérir telle chose, ou rentrer son mail.
mettre les caractéristiques des biens, c'est-à-dire lorsque vous faites une estimation, voilà, j'ai rentré un T3 de telles caractéristiques avec les photos, etc. Il y a les logiciels qui permettent de faire des intercabinets également, donc de faire des demandes auprès d'autres agences, d'autres confrères, pour essayer de proposer leurs biens. Voilà, donc toutes ces synergies-là se font dans un logiciel. Donc c'est à vous également, si vous montez votre propre structure, si vous intégrez un réseau en tant qu'agent commercial, en tant que consultant, en tant que... Voilà, toutes ces appellations, le logiciel vous sera fourni bien évidemment, mais sinon vous devez démarcher et pour créer votre site internet et pour avoir un logiciel qui vous permette de faire tout ça. Et ensuite, il y a des passerelles, bien souvent c'est le logiciel qui le font, mais sinon il y a des passerelles, vous pouvez souscrire à des abonnements vers des logiciels qui vous permettent d'éditer voilà, ce genre de dossier papier que vous allez remettre avec les personnes, dans lesquels, vous voyez, c'est assez complet. Mais je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo, comment est-ce que, suite aux caractéristiques qu'on a fournies là, on va pouvoir remettre un dossier papier, ou édité en PDF en tout cas, qui montre vraiment l'expertise et qui rend l'estimation aux personnes avec un support qui va pouvoir rester et qui va être un peu votre carte de visite. Donc je vais vous montrer tout ça dans les prochaines vidéos. Donc c'est important de laisser une bonne impression pendant le R1, c'est ce qui va vous déterminer vos chances, entre guillemets, de remporter la mise si la personne a un vrai projet de vente pendant le R2. Plus vous avez de cartouches, ce que j'appelle les cartouches, c'est les informations. Plus vous allez creuser vraiment toutes les caractéristiques, plus vous allez être incollable et plus vous allez pouvoir précisément dire la valeur du bien, voilà, comment estimer le bien. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment estimer le bien, la valeur du bien, que ce soit votre secteur d'activité ou pas. Hein, vous allez voir que tout le monde maintenant a accès à ces informations. Mais retenez que désormais, en 2020 et les poussières, on est dans un système horizontal. Grâce à Internet, on n'est plus dans un système vertical où l'information partait d'en haut et descendait. C'est-à-dire en gros les dirigeants, les gens qui sont un peu dans le game, qui sont au cœur de l'information, qui va transmettre après aux médias, qui va ensuite transmettre entre guillemets au peuple, voilà, à personne lambda. Donc on n'est plus sur un système qui part de haut en bas, qui transmet l'information de cette manière, hein, où l'information est un peu gardée, un peu secrète et va se diffuser plus ou moins lentement. Maintenant avec Internet, système horizontal. Donc boum, l'information est publiée, tout le monde y a accès. Tout le monde a accès à la même information. Tout est devenu public entre guillemets. C'est-à-dire que vos acheteurs qui vont venir vers vous, si elle cherche pendant 7-8 mois, qu'elle est un peu curieuse, elle va connaître aussi bien le marché, elle va finir par développer une expertise du marché aussi bien que vous. Et le vendeur, c'est pareil, hein. Si elle s'est renseignée en amont, elle va être incollable, et il y a des profils qui aiment bien garder un contrôle sur ce genre de choses. Donc dans les profils sociaux, économiques, culturels, on décèle un peu le professeur, celui qui est prof, enfin l'enseignant et l'ingénieur, voilà, qui aime bien, voilà, qui est très à cheval sur les petits détails et qui aime bien garder un peu d'emprise sur les détails techniques, bien, voilà, maîtriser la chose avant de vous confier son projet. Toutes ces personnes-là, plus vous en savez, plus vous allez pouvoir montrer votre expertise. Donc ne passez pas à côté de ces questions-là, parce que si vous rendez votre estimation en appuyant votre argumentaire sur des détails qui sont faux, ou sur des questions sur lesquelles vous n'avez pas posé, et du coup ce qui va vous orienter dans une mauvaise direction, là vous allez vous décrédibiliser complètement auprès du vendeur. Voilà, et plus vous en savez auprès du vendeur, ou plus vous êtes qualifié ensuite pour vous préparer psychologiquement à affronter l'acheteur. Donc là, on prend des cartouches pendant le R1, boum, 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 c'est les munitions, on note tout, et ça va nous permettre vraiment d'appuyer le plus précisément possible pendant le R2, lorsqu'on remet ce dossier papier qui contient vraiment, ça doit être voilà, ça doit être parole d'évangile, hein, c'est-à-dire que c'est tout un argumentaire par A plus B qui prouve que l'appartement, la maison qu'on a estimé, le parking, local commercial ou autre, vaut tel prix. Et avec tout cet argumentaire, il n'y a pas à remettre en question la fourchette que vous leur avez dit. Donc si vous leur dites que le bien il vaut, je sais pas moi, 500 000 euros, il n'y a pas de raison de se placer à 550. Voilà, si vous avez bien fait le travail là, pour la personne en face de vous, ça va être limpide. C'est ok, mon bien il vaut 500 000. Je vais même pas chercher plus haut. Les arguments qui m'ont été donnés ont été on fait mouche, je sais que ce bien-là vaut tel prix. Et toute la difficulté, tout l'art de l'agent immobilier, c'est d'essayer de bien estimer, enfin c'est de bien estimer les biens, la valeur des logements. Voilà, si vous estimez qu'une maison
vaut 800 000 et que, en faisant des études comparatives, l'acheteur sait que ça vaut 500, vous n'allez jamais la vendre. Hein, voilà. Les pigeons, maintenant, avec le système horizontal, il y en a de moins en moins. Les gens savent combien ça vaut. Ils comparent. Ils ont accès, en tapant sur le bon coin, par caractéristiques, ils ont accès vraiment à plein d'autres biens aux caractéristiques similaires, et il doit y avoir une concordance. Hein. Si le bien, si la personne, en tapant sur le bon coin entre 120 et 140 000 euros, elle trouve telle caractéristique de bien, et que votre bien il est placé à 200, et ben jamais la personne va vous appeler, jamais de la vie. Voilà, elle va savoir directement que votre bien est trop cher, et à caractéristiques semblables, je vois pas pourquoi la personne déciderait de mettre 200 000 alors qu'il y a exactement la même chose à 150 000. Voilà, il faut garder ça en tête, c'est très important. Donc, d'où l'important de poser les bonnes questions. Donc, vous imprimez ce petit schéma, vous mettez votre logo dessus, et voilà, dedans, c'est vraiment un entonnoir de questions. Si vous avez posé toutes ces questions-là, vous avez bien creusé avec la personne toutes les questions, voilà, vous allez être incollable. Il n'y a aucune raison que vous passiez à côté de votre sujet. En tout cas, vous avez pris vraiment toutes les informations en amont. Et c'est important d'être vraiment à l'écoute des personnes pendant ce premier rendez-vous, de laisser une bonne impression. Il faut que la personne, quand vous quittez les lieux, se dise « Ah, voilà, enfin quelqu'un qui m'a compris, enfin quelqu'un qui maîtrise les choses. Je suis entre de bonnes mains, j'ai hâte d'attendre le deuxième rendez-vous. » Deuxième rendez-vous où on va rendre l'estimation. Donc, je vais vous montrer dans les prochaines vidéos comment procéder, comment déterminer le juste prix d'un bien, pourquoi déterminer le juste prix d'un bien, comment concrètement monter un dossier de mise en vente et le remettre, et de quelle manière l'argumenter auprès du vendeur. Tout ça, c'est des questions essentielles qu'on va voir dans les prochaines vidéos.